Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, multiplie les actes de bienfaisance en cette période de Ramadan. Des kits alimentaires ont été distribués aux imams, chefs religieux et personnes en difficulté. Ces actions de soutien touchent également le financement d'initiatives féminines, la couture et le secteur des transports. Et dans ce journal, la suite de notre série de reportages sur la tour de la RTS, une œuvre architecturale imposante et qui transforme désormais le paysage urbain. De juin 2022 à mars 2024, 22 mois après, un bâtiment flambant neuf est sorti de terre. Retour dans cette édition sur le processus de construction de l'édifice. À suivre également Nder en flamme, une pièce théâtrale qui nous replonge dans l'histoire des femmes de Nder qui ont choisi de s'immoler par le feu plutôt que de subir l'esclavage, un acte de bravoure mis en scène pour inspirer les générations actuelles. Bienvenue à tous. Maître Sidiki Kaba continue de perpétuer l'œuvre humanitaire de son défunt père. Le Premier ministre a offert des kits alimentaires aux imams, chefs religieux et personnes en difficulté. Plus de 400 bénéficiaires ont reçu chacun un sac de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile. Mais l'aide de Maître Sidiki Kaba concerne également le financement d'initiatives féminines, la couture et le secteur des transports. Compte rendu Moussa Mané. Mon père le faisait depuis les années 40, 1940. C'est sans doute l'une des plus grandes actions humanitaires que Maître Sidiki Kaba continue de perpétuer ici à Tambacounda depuis plus de 30 ans. Chaque année, en cette période de Ramadan, il appuie les imams, chefs religieux et les nécessiteux en denrées alimentaires. C'est ainsi qu'il a mis à leur disposition 100 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 600 litres d'huile. Nous le faisons comme nous l'avons toujours fait depuis près d'une trentaine d'années. C'est le mois de Carême, c'est un mois béni de Dieu. C'est le mois des 3 P, la piété, le partage, le pardon. C'est pourquoi je demande à tous le pardon. Et je demande à tous de me pardonner aussi. Et je prie le bon Dieu que les prières que nous ferons cette année pour le mois de Carême, que Dieu les accepte. Venus des 4 coins de Tambacounda, ce sont plus de 400 personnes qui ont bénéficié de cet appui en denrées alimentaires. Ainsi, pour chaque bénéficiaire, le Premier ministre Maître Sidiki Kaba a offert un kit composé d'un sac de riz, de 5 kg de sucre, 5 litres d'huile. Très heureux, les bénéficiaires ont vivement remercié le bienfaiteur. moom moo fi nekk tey ci Sénégal Premier ministre loolu la ñu ñaanoon yàlla. Nous avons toujours prié pour vous. Dieu merci. Nos prières ont été exaucées. Aujourd'hui, vous êtes devenu Premier ministre. Vous êtes un homme de confiance du président Macky Sall. Vraiment, nous tenons à le remercier. moom tamit amul loo xam ne lu mu defalul président. Tous les imams sont venus répondre à votre appel. ñu ngi sant yàlla bu baax nag. ñu ngi sant président. Au-delà des dons en denrées alimentaires durant le mois de Ramadan, le Dougoutigui s'investit aussi dans la construction et la réfection des mosquées ainsi que des morgues. Maître Sidiki Kaba a très tôt compris qu'en changeant les conditions de vie et d'épanouissement des femmes de Tambacounda, on augmente le niveau de vie des ménages. C'est ainsi qu'il a initié différentes actions en leur faveur, à l'image de ce centre multifonctionnel pour la formation des femmes et des jeunes. Oui, Sidiki Kaba, on ne finit jamais de le remercier assez. Donc c'est quelqu'un c'est un don de Dieu qui est venu ici à Tambacounda et qui appuie beaucoup les femmes de Tambacounda, surtout du côté du développement et du côté du financement. On a aussi un centre qui est la centre Adessor. Il y a les jeunes filles qui sont là-bas, qui suivent une formation de 9 mois. Après la formation, ces jeunes filles bénéficient d'un diplôme qui est connu internationalement. Donc il est là vraiment à accompagner les femmes de Tambacounda dans beaucoup de domaines. Il octroie des matériels d'allègement, il donne des financements, il accompagne les femmes dans beaucoup de secteurs. Secteur en plein essor ici à Tambacounda, l'artisanat bénéficie aussi de l'appui financier du Premier ministre Maître Sidiki Kaba. C'est le cas de ce tailleur trouvé ici dans son atelier. Vraiment def na ci lu bari
parce que joxoon na sax suñuy président chambre de métier ay machines. Maître Sidiki Kaba a beaucoup fait dans le secteur de l'artisanat. Il a offert des machines à la chambre des métiers pour la formation. Moi-même, il m'a offert une machine à coudre. Vraiment, il a appuyé plusieurs personnes. Def na fi lu rëy parce que lu muy def ci Tamba moom wax dëgg yàlla kenn mënu ko compter quoi. Stationnés au niveau de leur arrêt, certains de ces jeunes ont reçu des mains du bienfaiteur des motos Jakarta et des tricycles. Aujourd'hui, grâce aux revenus tirés du transport, ces jeunes arrivent à participer financièrement dans l'épanouissement de leur famille. Moi, je suis bénéficiaire des motos. Grâce à ces motos, je me débrouille, je gère mes problèmes et je gère tout, quoi. On lui dit merci, je suis en train de faire pour la charge de la famille, ça règle les problèmes, ça règle la dépense, et tout. La scolarité des petits, et beaucoup de choses, quoi. Malgré son agenda lié à ses fonctions de Premier ministre, il a tenu à être présent durant cette cérémonie, mais aussi pour être en contact avec les populations, pour recueillir ainsi leurs préoccupations en vue de trouver des solutions durables. Je vous le disais dans les titres, de juin 2022 à mars 2024, 22 mois se sont écoulés depuis le lancement de la nouvelle tour de la RTS. Aujourd'hui, un bâtiment flambant neuf est définitivement sorti de terre, suivant un rythme de travaux très prenant. La nouvelle tour de la RTS, c'est pas moins de 600 postes de travail. Zoom sur le processus de construction de l'édifice et c'est avec Lamine Touré. Mardi 7 juin 2022, le président de la République Macky Sall pose la première pierre de la nouvelle tour de la RTS. Une œuvre architecturale gigantesque, 3 studios radio et TV de 1000 m², 400 et 300 de dimension moyenne, des plateaux de bureaux d'une contenance de 600 postes de travail. Premier coup de pioche, après le lancement des travaux par le chef de l'État, la compagnie sahélienne d'entreprise et ses concessionnaires commencent les grosses œuvres du bâtiment. Les équipes tournent 24 heures sur 24. Novembre 2023, soit 18 mois après le démarrage des travaux, la direction générale de la RTS constate l'avancée des travaux. Le personnel va suivre l'appropriation de ce bijou architectural est en marche. 2 février 2024, le travail de base est finalisé. La tour de la RTS s'affiche en grand dans le ciel dakarois. La radiodiffusion télévision sénégalaise s'offre le plaisir d'accueillir les candidats à l'élection présidentielle dans ces nouveaux locaux réhabilités pour ce qui est de son ancien bâtiment. Le 20 mars 2024, le président de la République Macky Sall va procéder à la réception officielle de la tour de la radiodiffusion télévision sénégalaise. Ce patrimoine audiovisuel et architectural colossal va rester dans les annales du paysage médiatique sénégalais. La tour de la RTS qui sera réceptionnée par son Excellence le chef de l'État Macky Sall ce mercredi 20 mars 2024. À présent, coup de projecteur sur un acteur majeur de l'environnement, le Centre de suivi écologique. Ce centre s'est imposé comme un acteur incontournable dans l'arsenal de la prise de décision environnementale, avec le soutien financier du ministère de l'Environnement et une reconnaissance internationale. Il représente un maillon essentiel de notre stratégie écologique. Nous retrouvons Lamine Touré. Des antennes paraboliques disposées à recueillir des données satellitaires ou encore des drones pour des vols de reconnaissance et de collecte de renseignements, des innovations techniques acquises aujourd'hui par le Centre de suivi écologique dans sa mission d'appui stratégique au développement des États africains. Le Centre de suivi écologique est né d'un projet de surveillance des écosystèmes pastoraux en 1986 avec l'appui du Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne, l'UNSO. Après quelques années de sécheresse, en 1970 et 1982.
Et depuis sa création, le centre s'est spécialisé dans le domaine de la technologie géospatiale. La collecte, le traitement et la mise à disposition des informations utiles aux décideurs politiques se font par le canal d'une expertise avérée. Ici se côtoient chercheurs, universitaires et étudiants de la sous-région. Le centre de suivi écologique aujourd'hui, c'est une centaine de personnes de diverses nationalités qui travaillent actuellement en tout cas et qui nous aident au quotidien dans la mise en œuvre des projets et programmes du centre de suivi écologique. En plus de ce personnel-là, nous accueillons des stagiaires au niveau national, mais aussi des stagiaires qui nous viennent des universités au niveau international. Le centre de suivi écologique est donc dans la veille environnementale avec des outils technologiques de dernière génération. Son importance n'est plus à démontrer puisqu'en 1997, le CSE obtient le statut d'association d'utilité publique délivré par l'État du Sénégal. Autrement dit, ici, la recherche et développement constitue une priorité absolue, faite de manière inclusive avec la base. La plupart des projets de recherche que nous menons, notamment des projets sur l'agroforesterie par exemple, on ne peut pas les faire sans les paysans ou pour les paysans. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que quand on fait les montages de projets de recherche, généralement pour éviter de développer les outils et après de les déplacer vers les producteurs, on les associe au montage des projets pour qu'on sache c'est quoi leurs besoins, qu'ils puissent contribuer au développement, au montage même de ces projets de recherche-là, de sorte que les résultats puissent être adaptés à leurs besoins et qu'on puisse avoir la garantie que ces résultats de recherche pourront être utilisés pour appuyer le développement au niveau local. Au niveau régional, le centre de suivi écologique mène d'intenses réflexions avec 12 pays de la région sur la problématique des risques côtiers et autres défis qui s'opposent à ces entités étatiques. Nous sommes en train de mettre en place un observatoire régional du littoral africain qui va travailler sur des indicateurs que vous pouvez voir là, une quinzaine d'indicateurs qui sont identifiés et sur lesquels nous allons travailler pour avoir plus d'informations. Des indicateurs sur les enjeux, donc en termes de densité humaine, en termes de bâti, occupation de l'espace, et aussi en termes d'aléas, l'érosion côtière, le trait de côte, comment ça évolue, les phénomènes de submersion, les phénomènes de pollution. Dans ce canevas d'action, la dimension évaluation environnementale n'est pas un reste et cela concerne la gouvernance dans le secteur et surtout le respect du code de l'environnement. Concrètement, ce que nous faisons, c'est surtout accompagner les projets et programmes de l'État ou bien alors de porteurs de projets privés en amont de la mise en œuvre de ces projets, en quoi faisant un peu en les aidant à faire l'évaluation environnementale et sociale de ces projets-là, voir quels peuvent être les impacts des activités sur l'environnement et sur le milieu humain. Un point essentiel dans un contexte de dérèglement climatique, le Centre de suivi écologique est accrédité depuis 2010 au Fonds d'adaptation, un des mécanismes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Après l'environnement, parlons économie. Le succès du Sénégal, un enjeu pour le devenir de l'Afrique et l'Europe, c'est le titre du livre signé par le professeur Alénar Diop, ingénieur et statisticien de renom, et Yves Dalmau. L'ouvrage se présente comme une véritable boussole pour naviguer dans l'économie sénégalaise actuelle. Le succès du Sénégal, un enjeu pour le devenir de l'Afrique et de l'Europe. Un livre de 26 chapitres dans lequel les auteurs Alénar Diop et Yves Dalmau jettent un coup de projecteur sur l'ensemble des secteurs de l'économie sénégalaise. On a constaté que les chaires d'économie, de macroéconomie qu'on enseigne au niveau des universités sont trop théoriques et que ces théories n'apportent pas de solutions opérationnelles aux décideurs. Généralement, les conclusions issues des rapports des organisations internationales, ces conclusions-là n'étaient pas opérationnelles parce que ne décrivaient pas le quotidien économique, la structure du quotidien, comme le disait Fernand Braudel, et le jeu des échanges comme il se doit, en mettant en exergue les vrais acteurs de l'économie que sont les artisans qui évoluent dans le secteur informel, les fonctionnaires, comme on l'a dit, les agriculteurs qui sont dans les champs, les éleveurs et autres. L'ouvrage analyse la structure du quotidien économique du Sénégal
la formation professionnelle, l'industrialisation ou encore l'agriculture. Alors nous insistons beaucoup sur l'agriculture. L'agriculture, c'est la base de tout. C'est non seulement l'alimentation, la souveraineté alimentaire, mais c'est aussi la base pour toute l'économie, c'est aussi la base pour l'aménagement du territoire. L'agriculture comme moteur de croissance, les auteurs sont revenus sur les goulots d'étranglement et proposent des pistes de solutions. D'où l'intérêt de regarder sur le plan foncier comment faire une réforme optimale qui permettrait à l'individu d'avoir une propriété sur la terre. Autre chose qu'on a vu également dans le secteur, c'est évidemment la formation. La formation est très faible dans le secteur agricole. Quand on a fait l'analyse du CAP à l'ingénieur, on a vu que nous manquons de beaucoup d'ouvriers qualifiés capables véritablement de conduire des exploitations agricoles. Les réformes proposées par les auteurs, professeur Alénar Diop, ingénieur, statisticien, professeur agrégé des universités en sciences économiques et secrétaire général du ministère de l'économie, et Yves Dalmau, économiste, sonnent comme un véritable tableau de bord pour les politiques économiques. Parents, amis, collaborateurs ont pris part à la cérémonie de dédicace. Et nous vous invitons à présent à un voyage émouvant à travers le temps et l'art au Théâtre national Daniel Sorano avec la pièce Nerfs en flammes. Ce spectacle puissant nous replonge dans l'un des moments les plus sombres et héroïques de notre histoire, le sacrifice ultime des femmes de Nder qui, il y a plus de 2 siècles, ont choisi de s'immoler par le feu plutôt que de subir l'esclavage. Cet acte de bravoure, véritable témoignage de dignité, est mis en scène pour inspirer les générations actuelles et honorer la mémoire de ces héroïnes oubliées. C'est un reportage de Fatou Diouf. Femmes de Nder, voici le tison de l'honneur, le tison de la gloire. L'histoire s'est déroulée le 7 mars 1820, un mardi noir dans la capitale du Waalo, terre des reines Ndiambot Mbodj et Ndate Yalla. La Linguère Fatim Yamar et d'autres femmes décident de se brûler vives que de devenir captives des morts. Un acte de résistance pour dire non à l'esclavage. Des femmes de Nder, menaçant et sentant que la bataille physique était perdue à cause de l'inégalité des forces, avaient préféré se suicider à l'intérieur d'une case royale pour ne pas salir, comme ils le disent, souiller leur corps ou bien appartenir à l'esclavage. Ça a été une pièce très forte, puisqu'elle a représenté le sacrifice consenti par les femmes de Nder. Donc personnellement, j'avais l'habitude d'écouter l'histoire racontée par ma grand-mère, mais aujourd'hui, avec cette pièce de théâtre, j'ai vraiment senti l'histoire. Je l'ai vécue, je dirais, par transfert. Même si c'était une pièce de théâtre, ça a été vraiment un moment fort. Mise en scène, Nder en flammes nous replonge dans un passé glorieux de ces femmes puissantes du Waalo, des figures d'inspiration qui prouvent que la femme sénégalaise a toujours occupé une place centrale dans la société. J'ai retenu de cette histoire que les femmes de Nder se sont sacrifiées pour tout un peuple, le peuple du Waalo, qu'elles ont préféré partir dans la dignité que d'être asservies et réduites en esclaves, qu'elles ont fait preuve d'honneur, de dignité, mais surtout de courage. Et ça, ce sont des valeurs qui doivent être transmises et enseignées aux plus jeunes, aux enfants, mais aussi et surtout aux femmes sénégalaises. Vous savez que l'histoire de Nder, ça s'est passé il y a plusieurs siècles. Donc, c'est la preuve que les femmes sénégalaises ont toujours occupé un rang important au sein de la société. On n'a jamais eu de problème d'émancipation. Donc, les femmes ont toujours été aux commandes, elles ont toujours décidé, elles ont toujours eu droit à la parole. Et je pense que
c'est très important de mettre ça en lumière. À Louvre, 40 artistes de la troupe dramatique de Sorano et du ballet La Linguère. Un moment fort de théâtre pour célébrer les héroïnes de Nder. Nder en flamme, c'est une belle histoire qui montre en fait quelque part le courage des femmes, les femmes de Talata Nder. Mais cette histoire-là, il faut encore dire qu'on est en train de fêter la journée internationale de la femme le 8 mars. Mais nous, chez nous, ce n'est pas le 8 mars. Pour apporter un plaidoyer à nos Sénégalaises qui disent qu'aujourd'hui, non, pour nous, concernant notre histoire pour les femmes, non, ce n'est pas le 8 mars, mais Talata Nder qui montre le courage de nos femmes qui sont allées jusqu'à s'immoler dans une case. Mais quand même, ça, c'est une histoire. Parce que vous savez très bien qu'Nder en flamme est une partie de notre histoire qui célèbre la bravoure, qui célèbre la dignité des femmes sénégalaises, mais qui célèbre le refus, qui célèbre la résistance, mais qui célèbre également la résilience. Pour nous, dans le monde de la culture, on ne pouvait pas choisir une pièce qui pourrait ressembler à notre Sénégal, qui pourrait retracer notre histoire, qui pourrait en tout cas magnifier le rôle fondamental que joue la femme dans notre société. Nder en flamme est une version théâtrale de l'histoire de Nder, écrite par le dramaturge Alioune Badara Beye. Sa première adaptation scénique remonte en mai 1991 lors d'une soirée de gala où étaient présents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, anciens chefs d'État du Sénégal. L'histoire des femmes de Nder revisitée à travers une pièce théâtrale. La LONASE octroie des véhicules 4x4 à ses représentants dans les régions. La remise symbolique des clés a eu lieu dans les locaux de la direction générale. Les bénéficiaires ont promis au directeur général un bon entretien de ces équipements qui vont renforcer les acquis de la LONASE. Ousmane Doye. La Loterie nationale sénégalaise se met à la pointe des besoins de ses agents d'ici un peu partout sur le territoire national. Le temps est à la dotation de véhicules flambant neufs, mais aussi performants, capables de relever le défi d'une LONASE au service exclusif de la nation, mais aussi au service du développement du Sénégal. Et renforcer également l'ensemble des agences et nouveaux bureaux qu'on a créés récemment à travers le Sénégal pour respecter l'équité territoriale. Et dans ce cadre, nous avons acquis une douzaine de véhicules de marque Toyota Pickup Illus afin de renforcer le déplacement et le déploiement dans tout le Sénégal. L'équité territoriale également va dans le sens de renforcer ces dites structures, nouvellement créées certaines et d'autres qui sont là et qui doivent changer de véhicule. Réceptionner, c'est une chose, mais aussi prendre soin en est une autre. À ce titre, que dire? C'est notre outil de travail, donc on a conscience de cela et vraiment ces véhicules, on va les entretenir et là il n'y a pas de problème, Inch'Allah. On voudrait rassurer le directeur général que on suivra les instructions comme il l'a demandé et ceci vraiment sans problème. En marge de cette cérémonie de réception de véhicules destinés aux agences des régions, le directeur général de la LONASE s'est rendu sur les lieux destinés à promouvoir l'immobilier au sein de la LONASE, une autre vocation que suscite la LONASE pour diversifier son offre au service exclusif de la nation. Voilà, vous l'avez sans doute compris. Place à présent au journal des régions. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, la suite de la présentation de la carte électorale du Sénégal est gros plan sur la région de Louga, située entre les terres ancestrales du Ndiambour et du Djolof. Avec son vaste territoire et une population électorale conséquente, Louga joue un rôle primordial dans le paysage politique sénégalais chez Ahmadou Bamba Gueye. La région de Louga est la 8e région du Sénégal créée en 1976. En termes de superficie, elle fait partie des territoires les plus vastes du Sénégal avec 29 188 000 km².
Sa population, d'après Indépendance, a doublé, voire triplé en quelques années et se chiffre en décembre 2023 à 1 127 119 habitants. La région comprend 3 départements, le département de Louga, le département de Linguère et le département de Kébémer, avec une population répartie entre le Ndiambour et le Djolof sur les terres du Ferlo. La population électorale fait 414 000 électeurs, 769 lieux de vote et 1142 bureaux de vote pour l'ensemble de la région. Le département de Kébémer compte 120 000 électeurs. Ensuite, le département de Linguère se chiffre à 118 000 électeurs. Et enfin, le département de Louga totalise 175 000 électeurs, 316 lieux de vote et 472 bureaux de vote. Après Louga, cap sur la région de Saint-Louis, première capitale du Sénégal, ce berceau du métissage culturel, témoin privilégié de l'histoire sénégalaise, joue également un rôle crucial sur l'échiquier électoral du pays. Avec son patrimoine unique et son importance démographique, Saint-Louis incarne un enjeu majeur pour les candidats à la présidentielle. Nous restons avec Chahimoudou Bambagay. La ville de Saint-Louis a été créée par les colons français au XIXe siècle. Avec sa position géographique qui fait de Saint-Louis une île partagée entre le fleuve et la mer, c'est ainsi qu'il fut capitale du Sénégal de 1872 à 1957 et joua un rôle culturel et économique majeur et même politique. Au début, elle comprenait 4 départements avec Dagana, Podor, Saint-Louis et Matam jusqu'en 2008 où Matam fut érigée en région. Avec le dernier recensement général de la population sorti en décembre 2023, Saint-Louis compte une population d'1 204 863 habitants. Et pour son poids électoral non négligeable, la région fait 504 000 électeurs, 485 lieux de vote et 1115 bureaux de vote. Le département de Saint-Louis totalise 162 000 électeurs, celui de Dagana 134 000 électeurs, et enfin, le vaste département de Podor dénombre au total 207 000 électeurs. La présentation de la carte électorale des autres régions du Sénégal à suivre dans nos prochaines éditions. À Tambacounda, dans les foyers de la communauté soninké, le rituel de rupture du jeûne prend une saveur unique avec la traditionnelle bouillie de céréales, une symphonie de goût au riz, maïs, sorgho et mil se rencontrent dans le Sombi. Chez Mariem Sougouna, cette coutume est bien respectée. La bouillie n'est pas seulement un mets, mais un véritable pont entre tradition et partage. C'est un reportage signé Tchordia. 18h chez Marem Sougouna à Tambacounda. Dans sa cuisine, 2 marmites sur le feu. L'une remplie de kenkeliba avec du goé, du cèpe et du ngungun. L'autre, d'eau chaude qui bout avec du cèpe. Chez les soninké, la céréale est utilisée à l'état naturel pour faire de la bouillie de riz. C'est le riz Tyson que j'ai acheté pour faire du sombi aujourd'hui à l'heure de la rupture du jeûne. Après avoir lavé le riz 3 à 4 fois, la céréale est versée dans la marmite. Le temps de la cuisson va durer 1 heure maximum. Le sombi est prêt à être consommé. On attend seulement l'appel du muezzin pour prendre d'abord le kenkeliba et les dattes. Pour agrémenter la bouillie de riz, appelée encore sombi en wolof, on fait le mélange avec de la vanille, du sucre et du lait caillé. Machallah, c'est vraiment succulent. La bouillie de riz, encore appelée sombi, est naturelle, sans colorant ni produits chimiques. Pendant une semaine, sombi bi dañuy téga chaque jour nga nan ko. Ah mara machallah sombi bi neex na. Man setu saraxule la. Moi je suis soninké. Je vous dis, le produit fini que j'ai là entre les mains doit être épais et très léger pour la digestion. Boko seralé ni ne vur nga yëngal ko rek nan ko. Chez les soninké, on peut parler d'enracinement et d'ouverture en matière de culture. Car à l'heure de la rupture, la bouillie est bien présente, de même que le pain, de la pâtisserie et même le tchéboujen.
Nous quittons Tambacounda pour Ziguinchor. En cette période de Ramadan au marché Boucotte, les commerçants ont fait le plein en denrées alimentaires pour satisfaire la demande des clients. Cependant, une rupture de poulet est notée. Le conseil fait sur place par Mariam Bangoura. Au marché Saint-Maur des Fossés de Ziguinchor, oignons, pommes de terre et autres produits de consommation ornent le décor. Oumou Ndiaye est venue faire ses achats en cette matinée de Ramadan. Elle trouve le marché bien approvisionné, mais une légère hausse est notée sur les prix de certaines denrées. Oignons, il y en a beaucoup. Les légumes aussi sont là. Le marché est bien garni. Le sucre par contre est cher. S'ils pouvaient diminuer le prix du lait, du sucre et l'huile aussi, c'est ce que nous demandons. Des propos que ces commerçants confirment. Tout est là, oignons, pommes de terre. Nous n'avons rien ajouté sur les prix, sauf le prix de l'huile. Le sucre avant le Ramadan était à 29 500, le sac de 50 kg. Le lait à 59 000. 59 000. À 2 cantines de là, Asiatouba fait la queue pour se procurer 2 kg de cuisses de poulet. C'est en rupture en ce moment. Le prix par contre a augmenté un peu. Le poulet, en ce début de Ramadan, est en rupture sur le marché. Il n'y a pas de poulet sur le marché. Vous voyez, mes congélateurs sont vides. Je ne vends que des cuisses de poulet actuellement. Et il n'y en a pas beaucoup. Les dates, très prisées par les consommateurs, surtout pour la rupture du jeûne, sont presque sur tous les étals. Aliou Baldé, revendeur, a fini de faire le plein. Présentement, ce n'est pas manqué. Il y en a un peu. Il y a tous les prix. Avec le démarrage du Ramadan, les denrées de première nécessité et autres produits de consommation manquent parfois sur le marché. À Ziguinchor, les magasins et revendeurs s'approvisionnent pour rassurer les consommateurs. Toutefois, le poulet, la viande la plus prisée par les ménagères, se fait rare. Voilà le marché Boucotte de Ziguinchor qui est bien approvisionné en denrées alimentaires en cette période de Ramadan. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition. Voilà, bon après-midi à tous.